Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans D'Explorer, et avant de commencer cette émission, j'aimerais tout simplement vous souhaiter une belle et heureuse année 2026, tous mes vœux, j'espère que cette nouvelle année sera pleine de réussite, d'accomplissements, de petits bonheurs inattendus, bref, j'espère que notre morale à toutes et à tous va enfin remonter. Et histoire de bien commencer l'année, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle d'un très très bon film, qu'il fallait qu'on parle d'un chef-d'œuvre, qu'il fallait qu'on se mette un petit peu de baume au cœur, voilà, qu'on soit prêt un petit peu à affronter les différentes épreuves qui allaient probablement s'imposer à nous. Oui, nous allons parler du maître, nous allons parler du seul et unique Hayao Miyazaki, et je ne vais pas être très original, vous vous en doutez, si je lui consacre un épisode, c'est qu'il y a une raison. Oui, moi aussi, je considère, comme Akira Kurosawa, le réalisateur japonais, que Hayao Miyazaki est un immense réalisateur, c'est quelqu'un qui a été très très important pour moi, qui est grandi, sans doute comme vous, avec les dessins animés américains, et qui a été la découverte de sa filmographie, forcément un tournant, dans mon appréciation du cinéma et du cinéma d'animation en particulier, parce que quand t'as 8-10 ans et que tu te prends dans la gueule un film comme Nausicaa, comme Porco Rosso, comme Le Voyage de Chihiro et sa scène des cochons, ou comme le film dont nous allons parler aujourd'hui, Princesse Mononoke, forcément, ça a fait un peu l'effet d'une bourrasque, quoi, ça fait un peu l'effet d'une tempête, et j'ai conservé cette admiration, ce bonheur, ce plaisir, en grandissant évidemment. Et notamment le film dont nous allons parler aujourd'hui, Princesse Mononoke, c'est un film que je revois très souvent, à peu près une fois par an, euh, toujours avec ces mêmes étoiles dans les yeux, avec cette même admiration, ce même cœur qui bat face à la mise en scène d'une légende épique telle que le cinéma nous l'a très rarement offert. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est bien, t'es dans un rapport d'admiration absolue, voilà, tu regardes ce film avec bonheur, avec frisson, voilà, à peu près une fois par an, mais tu n'as jamais pris véritablement le temps d'analyser ce que ça voulait dire, un film réalisé par Hayao Miyazaki. Tu n'as jamais vraiment pris le temps d'analyser quel était le propos qu'il développait, quelle était sa manière de mettre en scène ses histoires, et surtout, tu n'avais jamais fait de recherche parallèle pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de si grand là-dedans. Et ça, c'est quelque chose, Hayao Miyazaki n'est pas le seul, mais qui frappe beaucoup les réalisateurs de films d'animation en général, et l'animation globalement en particulier, c'est une forme de déconsidération. C'est-à-dire que l'analyse du cinéma ne s'intéresse que très rarement à l'animation. Alors, il y a plein de raisons à ça. La première étant une forme de mépris culturel parce que l'animation en Occident, c'est très différent au Japon, mais en Occident, est considérée comme un art pour enfants, et comme l'enfance est méprisée et que les enfants sont considérés comme des imbéciles incapables de réfléchir, ça ne vaut pas la peine d'analyser. Ça, c'est la première chose. Et lorsqu'il y a, comme c'est le cas pour Miyazaki, dont tout le monde voit à peu près que c'est quand même un peu mieux que les dessins animés Disney en termes de cinéma pur, voilà, on va très rapidement avoir des discours du type oui, c'est un grand film, c'est un grand réalisateur, mais on ne va jamais se poser la question de pourquoi. Qu'est-ce que c'est en fait le style de Hayao Miyazaki? Qu'est-ce que c'est que la poésie qu'il développe dans ses films? Quel est son message, l'ensemble de ses réflexions qu'il nous transmet à travers ses histoires? Et non, on va se contenter de survoler ça, de prendre simplement du plaisir, pour le coup, un petit peu comme un enfant face au film. Et moi-même, j'étais dans cet état d'esprit, je l'ai longtemps été par rapport à Hayao Miyazaki, c'est-à-dire que je voyais que c'était bien, je voyais que c'était grand, je voyais que Princesse Mononoke était un chef-d'œuvre et probablement un de mes films préférés de tous les temps. Voilà, en tout cas, il est largement dans le top 20 de mes films préférés de tous les temps, mais je ne me suis jamais demandé pourquoi. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais, sans doute inconsciemment, parce que j'ai pas l'impression que ce soit le type de discours que je tienne, mais sans doute moi-même pris dans cette espèce de surplomb, de regard surplombant par rapport à l'animation, que je ne voulais pas regarder autrement que comme un enfant. Et ce dont je vous ai parlé un petit peu avant, lorsque je vous parlais de ce plaisir de la légende épique, lorsque je vous parlais de cette idée voilà, de spectacle qui me mettait les frissons, qui faisait battre mon cœur, etc. En fait, ça aussi c'est la position d'un enfant. C'est-à-dire que je regarde le film d'en bas, le film est au-dessus de moi, je vois qu'il m'emporte, je vois qu'il y a un grand spectacle qui se déroule devant moi, mais
je ne veux pas me mettre à sa hauteur. Je ne veux pas le regarder pour ce qu'il est vraiment. Et je pense que c'est aussi une fétichisation, parce que je l'ai eu pour d'autres films, ça, une fétichisation de la naïveté de l'enfance. Parce que lorsqu'on analyse des œuvres, qu'on les décortique, qu'on essaye de voir au fond du fond du fond tout ce qui se joue artistiquement, politiquement, philosophiquement dans ces œuvres, bah parfois on est déçu. Et ça a été le cas. Il y a des films de mon enfance qui ont été très importants. Je pense au Roi Lion, par exemple, de Disney. Lorsque je me suis vraiment penché sur qu'est-ce que raconte le Roi Lion, comment est-ce qu'il le raconte, etc., bah, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas d'accord avec ce que racontait le film, et vraiment pas d'accord, et que je l'ai revu à la baisse. Et je pense que c'est quelque chose, au fond de moi, qui me faisait un peu peur par rapport à Miyazaki. C'est la raison pour laquelle j'aurais pu en parler plus tôt dans cette émission, mais que je ne l'ai pas fait. C'est parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Voilà, j'avais peur que cette ampleur qui me fascinait tant, une ampleur voilà, de mise en scène, d'action, d'épique, mais aussi une ampleur culturelle, parce que c'est un film qui est très différent dans l'univers qu'il raconte, dans les références culturelles auxquelles il fait appel. C'est très différent de moi. Je veux dire, moi, je n'ai pas grandi dans le Japon shintoïste, et le film est très émané de shintoïsme. On va avoir l'occasion d'y revenir. Le shintoïsme étant une religion traditionnelle japonaise, qui est un peu moins pratiquée aujourd'hui, mais qui a été très importante dans la construction de l'imaginaire du Japon, qui considère en fait que toute chose a un esprit. Et que donc toute chose est potentiellement une divinité, qui est quelque chose que l'on retrouve évidemment dans Princesse Mononoke, avec la simple matérialisation des dieux dans le film, qui sont des animaux communs. Ça, c'est quelque chose de très frappant par lequel on peut commencer, c'est que tout ce qui est divin dans ce film est en fait trivial. C'est-à-dire que les dieux sont des loups, sont des sangliers, sont des orang-outans, sont l'esprit des arbres, voilà, ou un cerf, qui est probablement le personnage qui a le plus ce côté divin, surnaturel, en fait, ce cerf à tête humaine, avec un visage humain. Mais voilà, et donc rien que ces choix-là purement esthétiques, parce qu'il aurait pu prendre d'autres décisions, il aurait pu faire de tous les dieux qui sont dans le film des personnages beaucoup plus étonnants d'un point de vue de leur design, d'un point de vue de leur représentation. Ce n'est pas le choix qui a été fait, et ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est totalement innervé par la philosophie shintoïste, qui est que si tout est divin, si tout est spirituel, alors il faut regarder le monde différemment. Par exemple, que de notre perception française, qui est notre rapport au monde est extrêmement défini par une perception judéo-chrétienne, en fait, et donc ça implique un rapport au monde, ça implique un rapport à l'esprit, par rapport à la matière, etc., qui ne se retrouve pas du tout dans ce film. Mais donc je vous parlais de ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir avec un regard plus adulte, en ayant des connaissances. Lorsque j'ai revu le film, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est intéressant, il développe quelque chose de culturellement qui est très éloigné de moi, mais c'est pas encore de l'analyse. Ça, l'apport du shintoïsme au film, c'est une espèce de petite spécification culturelle, en fait. Mais ce n'est pas un enjeu de cinéma. Et ce que j'ai essayé de faire dans cet épisode, avec crainte, c'est ce que je vous expliquais, c'est de voir quels étaient vraiment les éléments cinématographiques. Qu'est-ce que nous racontait ce film, et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que je ne suis pas du tout sorti, en fait, de cette fascination pour le film Princesse Mononoke. Simplement, cette fascination s'est déplacée. C'est-à-dire que c'est plus une fascination par rapport à un spectacle qui me dépasse, c'est devenu une fascination sur l'art d'un homme qui s'est élevé vraiment au rang d'artiste absolument extraordinaire, qui a une place vraiment à part dans le monde. Et donc oui, j'ai continué à aimer ce film en analysant, et non, je n'ai pas cessé de croire à cette légende. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, mesdames et messieurs, après cette longue introduction et cette longue mise en contexte, c'est que nous allons faire ce que beaucoup de critiques de cinéma, d'analystes et d'historiens ne font que trop rarement, c'est que nous allons enfin prendre l'animation au sérieux. Et prendre l'animation au sérieux, ça veut dire sortir de cette espèce de cliché critique qui consiste à dire c'est bien parce que c'est poétique, c'est bien parce que ça aborde des thèmes sombres, et c'est bien parce que ça parle de la nature. Voilà.
Alors, il va falloir qu'on parle de ça, c'est vraiment par ça que j'aimerais commencer, et c'est autour de ça que je vais construire toute ma réflexion autour de Princesse Mononoke. D'abord, avec un petit résumé du film, parce que je pense que tout le monde l'a vu, mais je pense qu'il y a des gens aussi qui ne l'ont pas vu. Princesse Mononoke donc se déroule entre 1300 et 1500, dans le Japon médiéval, et propose une espèce de vision de conte de cette période historique où les dieux de la forêt, donc ces animaux gigantesques, seraient encore présents et seraient en guerre avec les humains qui sont peu à peu en train d'entrer dans une espèce d'époque pré-industrielle, parce qu'on n'est pas du tout à l'époque industrielle évidemment, mais c'est une époque où l'homme commence à dominer le feu, l'homme commence à dominer les minerais, les forges, etc. Et cette transformation de l'espèce humaine et de son rapport à qu'est-ce qu'il peut tirer de la Terre à travers une forme de technologie. Les arquebuses sont une révolution technologique pour l'époque, donc les arquebuses qui sont des canons anciens, c'est-à-dire propulser un projectile de fer, de métal, par la poudre à canon. C'est une révolution évidemment dans la manière de pouvoir combattre la menace, en l'occurrence que représente la nature. Et dans ce contexte, un prince, prénommé Ashitaka, maudit par un dieu sanglier après l'avoir tué pour protéger son village, va partir en quête d'une solution pour se guérir et va donc assister, débouler dans cette guerre entre les dieux et l'humain pré-technologisé. Donc ça, c'est ce que raconte le film. Et tout de suite, parce qu'évidemment j'ai lu un petit peu quelques critiques autour de ce film, la première chose dont parlent les gens, c'est que Miyazaki prend le parti de la nature face à l'homme. Et que voilà, Miyazaki s'entre dans cette très belle tradition du cinéma d'animation, à savoir le cinéma au message écologique, le cinéma qui nous dit que décidément les animaux c'est super, que décidément l'humain il est méchant avec sa technologie qui détruit la nature, et qu'en fait c'est super l'herbe, c'est super la forêt, c'est super les loups, et que nous on est trop bêtes, perdus dans notre modernité pour s'en rendre compte, et heureusement que Miyazaki, qui adore les animaux et qui regarde National Geographic Channel toute la journée, est là pour nous le rappeler. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Et c'est la première chose que j'aimerais dire dans cet épisode, et c'est autour de ça qu'on va vraiment construire l'analyse. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que Miyazaki est un écologiste jardinier dont les films consisteraient simplement à nous dire que bah ouais, quand même la nature c'est bien, et c'est pas bien d'oublier la nature franchement, parce que la nature c'est vraiment super. Ce n'est pas du tout, à mon sens, le propos d'un film comme Princesse Mononoke. Et quand je vous parlais de ce changement de point de vue que j'ai eu, voilà, on est passé du rapport enfantin au spectacle épique pour aller vers la vision d'un artiste et de son discours sur le monde. L'émerveillement que m'a procuré Princesse Mononoke une fois que j'avais le bagage de l'histoire de sa production, des intentions de Miyazaki avec le film, n'en a été que décuplé. Et n'en a été que décuplé pourquoi ? Parce que Miyazaki ne se contente pas de parler bêtement de la nature comme tous les dessins animés occidentaux le font. Miyazaki produit une réflexion philosophique et politique sur ce que c'est que la nature et sur ce que c'est que le rapport de l'homme, de l'être humain, à l'intérieur de cette nature. Miyazaki ne se contente pas d'opposer l'homme et la nature, symbolisée dans Princesse Mononoke par l'opposition entre les dieux, donc une nature qui est divinisée, qui est mythologisée, et les hommes, en disant que l'un est bon et que l'autre est méchant. Le sujet de Miyazaki, c'est de se demander comment est-ce que l'homme et la nature vivent ensemble, peuvent vivre ensemble, et est-ce qu'une harmonie entre les deux est seulement possible. Et ce qu'il fait pour produire cette réflexion, c'est qu'il commence par retirer la morale. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une espèce de perspective béni oui-oui, que oh là là, les animaux ils sont très gentils et les chasseurs ils sont méchants. Dans les films de Miyazaki, dans Princesse Mononoke en particulier, et donc, quand je dis la nature, c'est donc, vous l'avez compris, puisqu'on est inspiré du shintoïsme, c'est aussi la spiritualité, parce que la spiritualité et la nature c'est la même chose, dans une perspective shintoïste. Les animaux, l'environnement,
le climat, les dieux, que ce soit dans le voyage de Chihiro par exemple, ne sont pas positifs. La nature qui est montrée dans Princesse Mononoke n'est pas une nature idyllique, n'est pas une nature qui est pure, ce n'est pas une nature idéalisée, comme peut l'être la nature dans le discours notamment des écolos urbains, c'est-à-dire cette vision totalement... la nature, c'est cette espèce d'espace totalement harmonieux, qu'il ne faudrait pas du tout toucher, et en fait l'homme il est tellement méchant d'intervenir là-dedans. La nature est un espace violent. Et ça, c'est le premier apport que fait Miyazaki à grande échelle, parce que ses films sont très largement distribués, au public du monde entier à travers l'animation. C'est-à-dire qu'il se met en porte-à-faux avec tous les discours idéalisés de la nature dans les films moralement écologistes, et lui va se dire non, on va pas juste faire de la morale en disant oui, non, bien, mal, on va vraiment réfléchir. Et si on regarde la nature n'est pas un espace de paix, n'est pas un espace harmonieux ou idyllique, c'est un espace profondément violent, c'est un espace où vous avez des animaux gigantesques qui dévorent d'autres animaux, c'est un espace où vous avez des catastrophes naturelles, c'est un espace où vous avez des éléments qui sont 1000 fois plus puissants que l'humanité, qui est perdue comme ça à l'intérieur, et que l'humanité fait ce qu'elle peut pour survivre face à cette menace qui la dépasse totalement, qui s'appellerait la nature. Et ça, je pense que cette réflexion surplombante que nous, occidentaux, on peut avoir par rapport à Miyazaki, c'est en fait véritablement une réflexion occidentale, parce que quand on est japonais, et Miyazaki est japonais, ça n'aura échappé à personne, je pense qu'on a une vision de la nature un peu moins harmonieuse et idyllique que c'est le cas en France. Hein ? Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, au Japon, ils sont habitués à avoir des tsunamis et des tremblements de terre. Donc si vous voulez, quand vous êtes une culture qui se tape un tsunami tous les 10 ans, avec des dizaines de milliers de morts, vous avez une vision de mère nature qui est un petit peu moins idéalisée que celle qu'on peut avoir dans un pays comme la France, où nous ne sommes absolument pas soumis à des catastrophes naturelles. Je veux dire, en France, on n'a pas de tornades, on n'a pas de tremblements de terre, on n'a pas de tsunami, de volcans qui entrent en éruption. Enfin, vous voyez, nous, on est quand même dans des paysages bucoliques relativement pacifiés. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, de Miyazaki, qui a grandi au Japon, et donc qui est habitué à cette nature hostile, à cette nature qui dépasse totalement l'humanité, et qui en fait sa petite chose, qui peut totalement la détruire, et notamment qui la détruit par sa rapidité, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se voit vraiment dans le travail que fait Miyazaki par rapport à la vitesse, parce qu'il faut parler maintenant de sa mise en scène. Ok, très bien, il nous dit que la nature est violente, mais comment est-ce qu'il le met en scène ? Princesse Mononoke est un film qui est découpé d'une manière ultra précise et qui est un bonheur pour toutes les personnes qui s'intéressent au storyboard et au rythme de l'enchaînement des plans. Ce qui est très frappant avec ce film, c'est que tous les plans quasiment sont fixes. Tous les plans sont fixes, à une seule exception près. C'est lorsque vous avez quelque chose de supérieur à l'être humain qui a lieu. Par exemple, quand vous avez un dieu qui attaque, là d'un seul coup le plan est en mouvement. Quand vous avez Ashtaka qui, suite à ses pouvoirs ou à ses performances physiques un peu surnaturelles, se met à activer son physique, là la caméra se met en mouvement. Quand vous avez évidemment les loups, là la caméra est en mouvement. C'est-à-dire que, en créant ce contraste de vitesse, du plan immobile sur les humains et du plan en mouvement sur les animaux, vous créez en fait la supériorité objective de la nature que vous filmez, et donc sa menace. Parce qu'évidemment, quand vous avez un loup qui vous fonce dessus en plan mobile, le fait que l'humain, lui, soit filmé de manière immobile, crée un sentiment de danger qui est beaucoup plus grand. Et en fait, toute la manière qu'a Miyazaki de filmer, entre guillemets, la nature, repose sur cette dichotomie-là, entre la vitesse surhumaine, que ce soit celle des dieux, de la nature ou du personnage d'Ashtaka, et la fixité, l'immobilité, la petitesse de l'humain, qui est quasi systématiquement filmée en groupe. Là où, par exemple, vous pouvez avoir un loup seul
dans un plan, il est très très rare dans Princesse Mononoke que les humains, par exemple, dans les fameuses forges de Dame Eboshi, soient filmés seuls. C'est extrêmement rare, c'est-à-dire que l'humain est filmé comme quelque chose de petit et de grouillant, c'est-à-dire comme un insecte, une fourmi, par rapport à quelque chose qui le dépasse totalement. Et cette chose qui le dépasse, cette nature, elle peut être belle, on va y revenir sur la notion de beauté de la nature, mais elle est surtout destructrice. Elle est destructrice, et c'est très frappant, parce que j'ai revu il y a pas longtemps aussi le dessin animé Le Robot Sauvage, qui pareil, alors c'est très différent évidemment, on n'est pas du tout à la même époque, c'est pas la même manière de filmer et tout, mais qui pareil oppose le rapport de la technologie à la nature. Et la manière dont la nature est représentée dans Le Robot Sauvage est à des années-lumière de la nature surnaturelle, divine, mythologique qui s'abat sur nous pauvres petites créatures que l'est Mononoke. Donc le premier geste radical de Miyazaki, qu'il fait, encore une fois, alors que personne d'autre ne fait ça, a fortiori pas dans l'animation, c'est qu'il produit un contre-récit de la nature. Donc la nature n'est plus simplement quelque chose d'idyllique, c'est quelque chose de moralement ambigu qui nous dépasse tellement que la notion de bien et de mal n'entre plus en ligne de compte. C'est vraiment un rapport d'infériorisation face à l'humain qui est fait. Ça, c'est la première chose. Mais je vous disais que ce qui intéresse Miyazaki, ce n'est pas la nature, c'est le rapport entre la nature et l'humanité. Et donc ce qui est très intéressant aussi dans ce film, ce n'est pas simplement la manière qu'il a de filmer et de représenter la nature, c'est la manière qu'il a de filmer et de représenter les humains. Et les humains chez Miyazaki, c'est des petites merdes. je pense qu'on peut le dire comme ça. Ce que nous raconte Princesse Mononoke, ce sont des gens, des populations, des clans, voilà, qui sont pris dans une spirale de violence qui se transmet en quelque sorte de génération en génération et où la violence appelle la violence. C'est-à-dire que l'humanité chez Miyazaki, encore une fois, vraiment opposition totale à l'idée judéo-chrétienne qui est que l'homme naît mauvais, chez Miyazaki, l'humain se maudit lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'hyper étonnant auquel on n'est pas du tout habitué dans le cinéma d'animation européen, ou occidental plus généralement, où très souvent, le méchant est un personnage qui est isolé par rapport à une communauté qui est globalement bonne, et vous avez un individu extérieur qui, en fait, volontairement, ça c'est très important, la notion de volonté dans le mal, dans les films occidentaux, volontairement va mettre à mal cette communauté. Alors que dans Princesse Mononoke, non seulement c'est la communauté elle-même qui se maudit, c'est-à-dire c'est pas un individu extérieur, c'est vraiment l'ensemble des individus filmés dans un même plan qui vont produire de la douleur sur leurs descendants, sur leurs voisins, etc. Mais en plus, la douleur, la destruction et le mal arrivent de manière involontaire. Et ça, c'est incroyable. Ça n'arriverait jamais dans un film, dans un dessin animé occidental. C'est-à-dire que pourquoi Ashtaka est maudit, c'est parce que le dieu cerf s'est pris un obus d'arquebuse, le dieu sanglier, s'est pris un obus humain et a été rendu fou par ça, et donc a maudit Ashtaka par vengeance contre tous les humains. C'est-à-dire que Ashtaka, dans le lien de causalité, n'a pas été maudit par le dieu, il a été maudit par ses propres semblables, qui n'ont pas fait exprès. Et ça, vous voyez, ça rejoint encore cette idée cette idée du shintoïsme, mais pas dans le sens spirituel, cette fois plutôt dans le sens où tout est imbriqué dans tout. C'est-à-dire que la douleur n'est pas volontaire. La destruction n'est pas toujours, parce qu'elle peut l'être parfois, et certains personnages dans ce film sont objectivement plutôt mauvais moralement, même s'ils sont très très peu nombreux, ils sont beaucoup plus troubles en fait, mais c'est vraiment cette idée que la violence produit de la violence, y compris de façon involontaire. Ce qui est quelque chose, mais par rapport au discours de responsabilité, au grand discours que font les gentils face aux méchants, etc., c'est vraiment, mais
On est à des années-lumière dans la perception morale du monde, etc. Et c'est tout à fait fascinant. C'est tout à fait fascinant de voir le regard que porte Miyazaki là-dessus, et notamment, parce que cette vision qu'il porte sur l'humanité est inspirée par un événement bien particulier. Je viens de vous dire que Ashitaka a été maudit par les siens. Il a été maudit de façon involontaire par les conséquences de l'action humaine, qui par ricochet ont produit une maladie qui attaque sa peau. Maladie qui donc, toujours dans ce lien de causalité, est causée par un objet de métal. Au cours de mes recherches, en m'intéressant un peu à Miyazaki, à l'origine de son travail, à pourquoi est-ce qu'il avait choisi d'aborder ces thèmes-là, je suis tombé sur un événement dont je n'avais jamais entendu parler. Un scandale politico-sanitaire qui a eu lieu au Japon, et dont Miyazaki, spontanément, a déclaré que ça avait été l'une de ses plus grosses sources d'inspiration. Ce scandale, c'est ce qu'on appelle la maladie de Minamata. C'est une maladie, comme son nom l'indique si subtilement, qui a été causée par le rejet de déchets toxiques produits par des entreprises de produits chimiques dans la baie de Minamata. C'est-à-dire qu'en fait, donc cette entreprise produisait des trucs polluants, notamment avec du mercure. Donc vous savez, le mercure, c'est ce que vous voyez parfois, je sais pas, moi parfois j'ai des vidéos là-dessus dans mes feeds d'actualité sur mes réseaux sociaux. Vous savez, c'est ce liquide métallique qui ressemble à de l'argent. Oui, c'est comme de l'argent liquide. Et en fait, ils l'ont déversé massivement dans la baie de Minamata, causant une intoxication au mercure généralisée, et ça a duré pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire que ça a commencé à la fin des années 50, et le procès et l'indemnisation, qui a quand même concerné plus de, je crois que c'est 12 000 personnes, donc c'est pas non plus rien du tout. Le procès s'est conclu en 2004. Donc c'est vraiment un événement qui a duré, marqué des générations d'habitants, et qui a donc pollué les eaux, les nappes phréatiques, les poissons de la baie de Minamata. Et ce qui a fasciné Miyazaki là-dedans, d'abord je pense que c'est tout simplement l'aspect écologiste radical qui l'habite, c'est-à-dire que donc l'humain a causé sa propre destruction en détruisant la nature, donc là on y va par le rapport d'autocontamination, et là pour moi c'est très littéral par rapport au personnage d'Ashitaka qui est littéralement contaminé par un élément qui a été produit dans des forges. Donc c'est vraiment évident que c'est la représentation de cet événement. Mais ce qui a notamment fasciné Miyazaki, c'est que la faune et la flore de la baie de Minamata n'a pas disparu, malgré la pollution, malgré le déversement de ces quantités et quantités de mercure. En fait, ce qu'elle a fait, la faune, c'est qu'elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée et un nouvel écosystème a commencé. Et ce nouvel écosystème, qui fonctionnait relativement bien en autosymbiose, vous voyez, était devenu inaccueillant pour les humains, parce que quand les humains mangeaient le poisson, par exemple, qui lui survivait dans le mercure, n'était pas tué par ça, l'être humain, lui, tombait malade. Et en fait, cette dichotomie entre l'humain qui se maudit lui-même par ses propres créations et la nature qui se met à avoir un comportement hostile par rapport à l'humanité à cause de l'humanité, c'est quelque chose qui l'a fasciné et qui lui a donné l'idée de réaliser, avant Princesse Mononoke, le film Nausicaa, la vallée du vent. Nausicaa de la vallée du vent, c'est un film post-apocalyptique qui se déroule après une catastrophe industrielle qui a rendu inhospitalier un environnement qui a produit une forêt toxique, et où un être humain, en l'occurrence Nausicaa, un être humain qui essaye de porter sur le monde un regard sans haine, exactement comme le personnage d'Ashitaka, essaye de résoudre la guerre et de reconduire une forme d'harmonie entre l'homme et la nature. C'est le même film. C'est le même film, et c'est ça dont je me suis rendu compte lorsque j'ai vraiment travaillé la question de Princesse Mononoke. Je me suis dit, mais en fait, Nausicaa et Princesse Mononoke, c'est un diptyque. Ce sont deux films
qui racontent presque littéralement et strictement la même histoire, qui ont quasiment le même personnage principal, qui a le même rapport moral au monde, qui essaye de faire la même chose, c'est-à-dire apporter la paix, dans un environnement où la nature divinisée agit de façon violente contre des humains qui essayent par la technologie de se défendre face à elle et qui vont amener à leur propre destruction. C'est le même putain de film. Et d'ailleurs, ma théorie personnelle, du coup, partons de ce constat, c'est que j'en suis venu à la conclusion qu'en fait, les deux films se déroulaient dans le même univers, mais pas à la même époque. C'est-à-dire que je pense que Nausicaa se déroule dans le futur de Princesse Mononoke. Tout simplement. Ce qui d'ailleurs aurait du sens parce que les animaux sont géants dans les deux films et tout, donc ce serait tout à fait logique que ce soit le même univers. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Pourquoi est-ce que je vous dis que Nausicaa et Princesse Mononoke, c'est un diptyque ? C'est parce que pour moi, ça décuple cette idée que le sujet de la conflictualité dans la relation homme-nature, c'est le sujet de la filmographie de Miyazaki. Miyazaki n'est pas un auteur moral. Ce n'est pas un auteur qui nous fait la leçon. C'est un auteur qui se désole de voir que malgré leur harmonie objective, parce que pendant très longtemps, avant l'industrie, l'humain et la nature, ils ont très bien vécu ensemble. La nature a toujours été supérieure, menaçante, divinisée, mais globalement, il y avait une certaine harmonie. La technologie a faussé ça. Et le regard sans haine que veut porter Miyazaki, c'est un regard de paix entre l'humanité maudite par elle-même et condamnée par sa propre bêtise, et une nature qui certes le domine, mais qui ne réagit à ce point que parce que l'être humain lui a causé du tort. C'est-à-dire que Miyazaki, en fait, c'est le cinéaste du réchauffement climatique, quoi. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans son travail. Quand on regarde un film comme Princesse Mononoke, c'est que, en fait, ce film est en train de nous parler de 2026. Ce film est en train d'interroger politiquement, poétiquement, philosophiquement, ce que ça veut dire que de voir nos sociétés être mises à mal par une nature dont on avait oublié qu'elle était si puissante, qu'on avait dédivinisée, et qui va se rappeler à nous comme force surhumaine et quasi surnaturelle. Miyazaki nous parle d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'on appelle un cinéaste visionnaire. D'autant plus visionnaire que Miyazaki n'est pas simplement dans le constat. Il n'est pas en train de nous dire « C'est l'apocalypse, tout brûle, oh mon Dieu !» Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Lui, il est déjà dans l'après. Et d'ailleurs, l'après est montré dans Princesse Mononoke. Il y a une suite à cette conflictualité. Et cette suite, le regard qu'il faut poser sur le monde, est certes un regard sans haine, mais c'est surtout un regard de beauté. Ce à quoi nous invite Miyazaki, j'en suis convaincu, c'est d'accepter que l'être humain est une petite chose par rapport aux forces de la nature, qui elles sont le mythe, qui elles sont ce qu'il y a de grand et d'épique, et qu'il faut, par cette acceptation, trouver la paix. Et lorsque l'on développe un message aussi grand, lorsqu'on parle de thématiques aussi importantes, aussi vastes, aussi gigantesques, le meilleur moyen de faire ça, c'est de le faire à travers la légende, à travers l'épique. Et c'est là où même le genre de Princesse Mononoke découle d'une réflexion philosophique. C'est-à-dire que c'est un auteur qui a employé tout ce qu'il avait à sa disposition, le visuel, la vitesse, la couleur, les thèmes, le genre de son film, et que tout ça a un sens, et que tout ça a un but, et que tout ça a un propos. Et quand je me suis rendu compte de ça, ce qui encore une fois m'avait échappé, je me suis dit, mais en fait, ce gars est encore plus grand que ce que je pensais. C'est définitivement l'un des plus grands réalisateurs de toute l'histoire du cinéma. Parce qu'arriver à faire des films aussi politiques, aussi profonds, philosophiquement, poétiquement,
anthropologiquement même, tout en proposant un pur divertissement épique, et sans jamais en avoir l'air, parce qu'il nous fait pas la leçon, il nous assène pas un message, on dirait qu'il n'y a aucun propos dans ce film. Alors que le propos, il est d'une densité extraordinaire. Et ça, c'est la marque des grands artistes, qui savent que faire réfléchir un spectateur, c'est pas lui faire la leçon, c'est pas lui faire la morale, c'est lui proposer simplement de poser un autre regard sur le monde, un regard sans haine. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à propos du film Princesse Mononoke réalisé par Hayao Miyazaki. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que si comme moi vous adorez ce film et que vous pensez que c'est un chef-d'œuvre, ça vous aura permis de le regarder différemment, peut-être. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, à donner votre avis, à échanger, à me dire que pas du tout, ça parle pas de ça, ou alors à me dire que dis donc, tu t'en rends compte que maintenant, alors qu'en fait c'était évident. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un like à cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à faire vivre l'émission, et moi je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.